Laguerre. Bonjour Mathieu, bonjour aux Foyalaises et aux Foyalais qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent. Je veux d'abord, avant de commencer à échanger, à débattre, je veux remercier les plus de 21 000 électrices et électeurs de Fort-de-France qui se sont déplacés dimanche 15 dernier pour participer à un grand moment démocratique, les élections municipales, et en particulier remercier les 9 343 électrices et électeurs qui ont porté leur suffrage sur Didier Laguerre et la liste des démocrates et progressistes et qui nous ont ainsi témoigné de leur confiance. Nous vous recevons effectivement aujourd'hui dans le cadre du second tour des élections municipales à Fort-de-France, une élection qui était très difficile vraisemblablement, où vous avez subi une campagne de calomnie et de violence qui a d'ailleurs commencé dès votre arrivée à l'aéroport Aimé Césaire suite au procès. Quel est votre ressenti par rapport à cette situation et au fait que vous ayez été traité même de voleur et que vous ayez été voire bousculé sur certaines images qu'on a vues circuler sur les réseaux sociaux, monsieur le maire? Une campagne d'injures, d'insultes, de mensonges violentes par moments. Je fais référence à mon arrivée après le procès à Paris, à mon arrivée à Fort-de-France où je me suis fait prendre à partie par un nombre de personnes avec des insultes dans le hall de l'aéroport, jusque sur le parking, jusqu'au moment où je rentre dans la voiture, bousculade, etc. Ce n'est pas digne du débat démocratique, ce n'est pas digne du débat politique. On oublie que derrière un homme politique, il y a une famille, il y a des enfants, il y a des proches. C'est pas comme ça qu'on construit l'avenir de notre pays, c'est pas comme ça qu'on rassemble. Ça a été un moment particulièrement difficile jusqu'à dimanche dernier. Je me suis traité de voleur alors qu'il y a eu 3 ans d'enquête, 3 jours de procès, 2 mois de délibéré pour qu'au final des juges professionnels qui ont l'habitude de juger de grandes affaires concluent à mon innocence totale dans cette affaire. Mais certains ont préféré mettre cette campagne sous le signe des insultes, des injures. Et ça, je trouve ça triste et dommage pour la Martinique, au-delà de l'impact que ça peut avoir sur la personne. Je suis venu en politique pour défendre des idées, pour défendre des valeurs, pour porter un projet pour la ville de Fort-de-France. Je ne suis pas venu en politique pour m'entendre traiter de voleur alors que je n'ai rien fait, ni pour voir ma compagne se faire harceler sur son lieu de travail par des gens simplement parce qu'on est tous contre Didier Laguerre, tous contre le PPM, mais au fond, au final, on ne propose rien du tout. On n'a vu aucun communiqué des partis politiques, pratiquement aucun. Regrettez-vous ce manque de soutien par rapport à cette violence que vous avez subie? Chacun assume ses responsabilités, chacun place son éthique politique et place son idéal où il veut. C'est clair que comme je n'avais pas vu non plus à l'époque où je me suis fait enchaîner et on voulait me traîner dans la rue pour m'emmener au commissariat pour faire libérer quelqu'un, je n'ai pas non plus entendu un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se prétendent des grands défenseurs de la démocratie, les grands défenseurs des Foyalaises et des Foyalais. Chacun a son éthique, chacun a sa conception de la politique, ce n'est pas la mienne. Pour moi, la politique est une chose noble, c'est défendre des idées, porter des projets, travailler à la gestion de la cité, travailler à l'amélioration du quotidien des Foyalaises et des Foyalais en particulier, et plus largement des Martiniquaises et des Martiniquais. Ce n'est pas se voter, surtout quand on appartient à des formations politiques qui ne sont pas exemptes et qui ne sont pas irréprochables dans ce domaine-là. Je ne vais pas parler de la longue liste de membres du Parti socialiste qui sont aujourd'hui condamnés par la justice, et encore très récemment, ni des soutiens et des mentors et des leaders de certains de mes adversaires qui sont eux aussi condamnés par la justice. Moi, j'ai été innocenté dans cette affaire. On ne peut pas ne pas évoquer l'actualité, notamment l'actualité du transport. On vous a vu très souvent vous offusquer contre la situation du transport dans votre ville, la capitale, Fort-de-France, et le fait que, encore une fois, les Foyalais sont pris en otage malheureusement. C'est ce qui se passe dans le transport sur Fort-de-France. C'est honteux. C'est le fruit de l'organisation qui a été mise en place par l'ancienne équipe à la CTM en 2017, à laquelle a participé Francis Carole, grand défenseur des Foyalaises et des Foyalais sur les tréteaux, mais dans la réalité qui a participé à cette désorganisation du transport qui aujourd'hui conduit à des grèves, des interruptions de service à répétition. Moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai mis en place Antidoucine, du transport à la demande sur Dillon, sur Volga-Plage. On l'a expérimenté avec l'accompagnement de l'État et on va étendre ce dispositif pour permettre à mamie, pour permettre à chacun et à chacune de pouvoir se déplacer, aller faire des courses, aller chez le médecin, aller à la pharmacie. Aujourd'hui, vous avez
des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils y vont en transport collectif. Vous avez des étudiants qui sont empêchés d'aller en cours. Vous avez des grandes personnes, des aînés qui ne peuvent pas aller à la pharmacie, qui ne peuvent pas aller chez le médecin, qui ne peuvent pas aller faire leurs courses. Vous avez des travailleurs sociaux, des travailleurs qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail parce que le service est interrompu partiellement. Et tout ça, c'est le résultat d'une organisation mise en place. Ça serait très long de l'expliquer, mais c'est le résultat d'une organisation qui a été mise en place par l'équipe Marie-Jeanne, on va l'appeler comme ça, en 2017 et qui aujourd'hui conduit à une vraie catastrophe sur le transport. Tout le monde s'en souvient. Vous parlez de l'équipe Marie-Jeanne. On voit vos adversaires qui se présentent contre vous au second tour parler de punir les Foyalais, de punir le PPM. Êtes-vous inquiet pour la population foyalaise et notamment aussi pour vos salariés à la ville de Fort-de-France? Déjà, du personnel municipal s'est fait agresser dimanche. C'est pour vous dire le niveau auquel on a pu descendre. Du personnel municipal s'est fait agresser dimanche matin. Et s'est fait entendre dire, c'est entendu dire, lundi matin, vous serez habillés mieux que ça. Ça dit tout le projet, toute l'ambition et tout l'amour finalement qu'on porte pour les Foyalaises et les Foyalais. On cherche non pas à porter un projet, à défendre une vision, à faire évoluer une ville, à aménager et à améliorer le quotidien des gens. On cherche uniquement à détruire un parti politique. Je ne vois pas en quoi il gêne ces personnes, en quoi il empêche à ces personnes de développer leurs idées, leurs projets. On cherche à punir un parti politique, on cherche à punir un homme qui a servi la ville de Fort-de-France et qui sert la ville de Fort-de-France, les Foyalaises et les Foyalais au quotidien aujourd'hui. Je ne parle pas de ceux qui ont agité jusqu'à l'incendie le pays pendant 3 mois et qui aujourd'hui se prétendent les grands défenseurs du peuple d'une façon générale. Si on parle un peu de la santé, on sait qu'à Fort-de-France, vous avez une population vieillissante, que vous essayez de mettre en place des mesures pour aider et accompagner cette population, mais malheureusement, la santé est une santé malade en Martinique, pas seulement en Martinique, mais en Hexagone. Quelles mesures peut-on faire concrètes pour aider et accompagner cette population? Oui, on a un système de santé qui est en grande difficulté, on a un hôpital qui est en grande difficulté. Celles et ceux qui travaillent à l'hôpital, qui prennent soin de nous au quotidien, rencontrent de grosses difficultés parce que l'hôpital, financièrement, est dans une situation très compliquée. Donc, moi, ce que j'ai fait, on a des médecins qui ont du mal à fournir des rendez-vous, des spécialistes qu'on n'arrive pas à avoir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un dispositif, Docteur Quartier, où on va dans les quartiers avec des médecins, des dentistes, des ophtalmos. On a le concours de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique, on a le concours de l'ARS et on apporte des consultations gratuites dans les quartiers pour permettre à nos aînés de pouvoir être reconnectés au système de santé. Lorsque vous avez un médecin qui part à la retraite, vous vous retrouvez, vous avez des aînés, vous avez des grandes personnes qui ont du mal à avoir à nouveau un médecin traitant et donc à être reconnectés au système de santé. Donc on a mis en place ce dispositif avec les moyens de la ville. C'est un choix que j'ai fait volontaire au détriment de l'entretien des routes par exemple. Mais j'ai fait le choix d'apporter ce service pour permettre à nos aînés mais aussi à nos jeunes, parce que nos jeunes sont aussi concernés par cette difficulté d'accès aux soins, leur permettre d'être reconnectés au système de santé et d'apporter une réponse, une amélioration. Je n'ai pas de compétences en matière de santé. La ville, le maire n'a pas de compétences en matière de santé. Mais je peux prendre des initiatives, je peux expérimenter des choses. Et c'est ce que nous avons fait en matière de santé avec Docteur Quartier qui tourne de quartier en quartier. Et on va continuer et on va développer ce système-là pour apporter des réponses concrètes, pratiques au quotidien en attendant que le système et que les responsables du système de santé à la Martinique puissent faire évoluer les choses. Vous l'avez dit, vous n'avez pas la compétence normalement en matière de santé. Quand on voit que dans le PLF, projet de loi de finances 2026 à l'Assemblée nationale, que la députée du centre a voté ce projet de la finance et qui se traduit par une augmentation de l'ensemble des frais médicaux sur la population martiniquaise, mais notamment foyalaise, qu'on sait qu'il y a en grande difficulté, en grande précarité, une bonne partie de cette population. Regrettez-vous cela? Je regrette déjà qu'on ait permis, mais ce n'est pas la seule mesure sérieuse de ce projet de loi de finances, mais on n'en est pas au premier coup de trahison vis-à-vis du peuple à l'Assemblée nationale. On a un discours en Martinique, on a un discours très proche du peuple en Martinique, et puis quand on arrive à l'Assemblée nationale, on participe et on soutient des mesures qui vont à l'encontre de l'amélioration des conditions de vie. En matière de coût des frais médicaux, oui, cette loi de finances, c'est plus un projet, c'est une loi de finances adoptée grâce au concours du Parti socialiste et de la députée du centre, va augmenter la pression, la charge et donc le coût de la vie pour un bon nombre de nos Foyalaises et Foyalais dans les quartiers. Donc ce que nous allons faire en réponse à cela, pour accompagner, comme la ville de Fort-de-France le fait toujours, nous allons mettre en place une mutuelle foyalaise avec le concours du Centre communal d'action sociale. Nous allons financer pour permettre de mieux accompagner le remboursement des soins qui malheureusement vont rester à charge de nos aînés.
C'est aussi ça, l'accompagnement au quotidien. C'est pas juste parler, mais c'est mettre en place des projets concrets qui permettent d'apporter une amélioration, qui permettent au final d'aider. C'est comme la conciergerie municipale que je vais mettre en place, une conciergerie municipale qui permettra à quelqu'un dans le quartier, à une personne âgée, un aîné, d'appeler cette conciergerie municipale portée par une association qui va pouvoir mobiliser un jeune du quartier avec ses compétences pour aller chercher un bidon de gaz, pour aller faire des courses, pour aller récupérer des médicaments à la pharmacie, pour venir réparer une fenêtre, pour venir réparer un robinet qui coule, pour aider à régler tous les petits problèmes du quotidien, pour apporter aussi une présence, une écoute, rompre l'isolement de nos aînés dans nos quartiers, parce que nous savons qu'aujourd'hui, les enfants sont répartis autour du monde et qu'on a beaucoup trop d'aînés qui vivent seuls, qui ont besoin d'une présence, d'un accompagnement. Cette conciergerie permettra à la fois d'accompagner nos aînés, mais aussi permettra à nos jeunes d'être mis en activité et de recréer, de retisser du lien social. Donc nous mettrons en place cette conciergerie dans nos quartiers pour, là encore, améliorer les conditions de vie de nos aînés et de nos jeunes dans nos quartiers. On a entendu durant cette campagne parler beaucoup d'insécurité, de sécurité. Globalement, en Martinique, on sait que l'an dernier, malheureusement, nous avons eu 40 décès, dont une grande partie par arme à feu. Mais on entend parler de sécurité à Fort-de-France, au centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Quelles mesures avez-vous prises durant votre dernière mandature et quels projets avez-vous pour améliorer cette sécurité à l'avenir? Notre dernière mandature, nous avons renforcé nos équipes de médiation sur le terrain, sur le territoire de la ville, en particulier au centre-ville. Aux abords des lycées, nous avons augmenté nos effectifs, nous avons créé un bataillon de la prévention avec des éducateurs de rue, des éducateurs spécialisés, l'un des rares bataillons de prévention qui ait fonctionné sur le territoire français. Nous allons poursuivre cette démarche-là, nous allons étoffer nos équipes de médiation pour être présents, encore plus présents dans les quartiers. Nous allons étendre notre réseau de vidéoprotection. On était à 65 caméras, on est monté à 100. On a financé le passage à 200 caméras. On va monter à 480 caméras, à la fois sur le centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Parce que vous avez un certain nombre de délits qui sont commis dans les quartiers. La vidéoprotection permettra de dissuader le petit larcin, le braquage de la caisse par des habitants du quartier qui viennent braquer la caisse du supermarché ou de la station-service. Renforcer cette présence de caméras de vidéoprotection, mais renforcer aussi dans nos quartiers les agents de médiation, la prévention, donc les éducateurs de rue, les éducateurs spécialisés, aux abords des établissements scolaires aussi, parce qu'on a beaucoup de conflits, on a beaucoup de tensions qui se créent entre les jeunes aux abords des établissements scolaires. On a déjà une très forte présence aux abords des lycées. Nous allons renforcer cette présence aux abords des collèges qui sont répartis dans les quartiers pour amener un peu de sérénité. Puis la vidéoprotection permettra aussi de lutter contre un sentiment d'insécurité parce que beaucoup de coups de feu sont tirés dans les quartiers, en soirée, la nuit. Le fait d'avoir de la vidéoprotection permet de dissuader parce que vous pouvez être reconnu, on peut voir d'où vous avez tiré, qui a tiré, où vous êtes rentré. Donc ça peut permettre aussi d'arrêter, d'interpeller les gens qui sont détenteurs d'armes à feu dans nos quartiers. Et donc tout ce dispositif nous permettra progressivement, avec encore l'appui de l'État pour qu'il renforce les mesures de lutte contre les trafics et les importations de drogue, d'armes à feu. Tout ce dispositif doit pouvoir compléter l'action menée contre la délinquance. Nous allons aussi créer une brigade canine à la police municipale, continuer de renforcer nos effectifs. Nous allons mettre de l'automatisation dans le traitement des images de nos caméras de vidéoprotection pour faire en sorte qu'on travaille à la fois sur les problématiques d'insécurité, mais qu'on travaille aussi sur les problématiques de propreté sur le centre-ville et dans les quartiers, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. De même que nous allons, alors on va continuer, on va amplifier les opérations en Nouvelle-Décaïla, des déchetteries, des sortes de mini-déchetteries mobiles qui se déplacent de quartier en quartier pour lutter contre les dépôts sauvages. Mais on va créer une fourrière municipale parce qu'on en a assez de tous ces véhicules en stationnement abusif qui ne sont pas vraiment des épaves, qui ne peuvent pas être envoyés à la démolition, mais qui sont là et qui stationnent pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années dans nos quartiers et qui privent les habitants de places de stationnement. La ville a eu sa fourrière municipale à l'époque. Cette fourrière a été transférée à la CACEM, elle a finalement disparu. Moi, je vais remettre en place une fourrière municipale foyalaise pour pouvoir traiter ce problème de véhicules qui sont laissés dans les quartiers, des gens qui ont 3-4 voitures avec une seule qui roule et qui finalement privent leurs voisins de places de stationnement. Ça crée des difficultés, ça crée des tensions, ça crée de l'agressivité et finalement ça brise le vivre ensemble dans nos quartiers. Tout ça, ça contribue aux problématiques d'insécurité, aux problématiques de qualité de vie tout simplement dans nos quartiers. On vous a jamais entendu parler de sécurité si vous ne l'associez pas à insertion?
au quotidien? Parce que la sécurité, travailler sur les problématiques de sécurité, c'est travailler sur les problématiques de répression. Quand vous travaillez sur la répression, vous arrivez à la fin. Vous êtes déjà dans des problèmes de sécurité. Il faut, pendant qu'on travaille sur la répression, donc tout ce que je viens de dire, il faut aussi travailler sur la prévention, sur l'accompagnement, donc sur la mise en activité, sur l'insertion. Donc l'opération des conciergeries municipales doit permettre de la mise en activité. Le travail que nous menons pour créer une maison de l'entrepreneur, de porteurs de projets, pour aider nos jeunes à créer leur activité, on est dans la prévention de l'insécurité. Les éducateurs de rue qui accompagnent les plus jeunes pour éviter qu'ils ne dérivent vers la délinquance, on est dans la prévention. Le travail qui est mené avec les associations sportives, dont nous avons renforcé le financement parce que nous avons retrouvé des moyens financiers et des marges de manœuvre. Le travail sur les associations sportives, sur l'accompagnement des associations socio-culturelles dans nos quartiers doit permettre aussi de passer des messages, de passer des valeurs, de transmettre un autre modèle que celui de la délinquance pour justement prévenir le basculement vers la délinquance. Le travail sur l'éducation, le travail d'accompagnement scolaire qui est mis en place par la ville de Fort-de-France dans le cadre du périscolaire, mais aussi dans le cadre de l'amélioration de nos écoles, doit aussi permettre de lutter contre le basculement vers la délinquance et donc vers l'insécurité. C'est donc un ensemble de mesures qui, prises isolément, ne portent pas de résultats, mais lorsqu'elles sont menées de concert avec une vraie stratégie, elles permettent de faire baisser le taux d'insécurité, de faire baisser le nombre de délits et finalement permettre à la population de vivre plus sereinement, plus tranquillement sur le territoire de Fort-de-France. Dans la proposition et dans le programme que vous présentez au Foyalais, cette année, vous avez axé sur 10 axes. Et parmi ces 10 axes, il y a le relancement notamment au niveau du centre-ville, du développement économique, qui fait que ce centre-ville sera revivifié. Oui, il faut travailler sur les problématiques du quotidien, mais il faut aussi travailler sur l'attractivité, sur la réhabilitation de notre centre-ville. Nous avons beaucoup d'opérations qui étaient en arrêt, en suspens, parce que la ville n'avait pas les moyens d'apporter sa contribution. Nous avons travaillé à construire un modèle pour la requalification d'un certain nombre de rues. Nous avons appliqué ce modèle qui consiste en concentrer tous les dispositifs disponibles d'accompagnement sur le ravalement de façade, sur la réhabilitation des bâtiments, sur la transformation de bâtiments pour créer des logements, des résidences étudiantes. Nous avons concentré tous ces dispositifs sur une section de rue. Nous avons travaillé avec beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions avec les résidents, les acteurs économiques, les investisseurs, les porteurs de projets pour concentrer l'effort de tous et transformer une section de rue. Ce travail a pris de nombreuses années, mais a abouti à la rue Garnier-Pagès qui aujourd'hui montre que c'est possible de travailler, en travaillant ensemble, mais de modifier et de changer l'image d'une rue, de changer l'activité d'une rue. Ce travail ayant été validé, nous sommes passés à la rue Victor Hugo, où les discussions ont commencé. Nous travaillons également sur la rue Pirinon, où les discussions ont commencé. La ville, à travers sa SACEM, achète des bâtiments qui sont abandonnés. Il faut mener parfois de longues discussions avec les propriétaires et souvent les indivisaires, mais acheter les bâtiments, entamer les travaux de réhabilitation de la structure, de gros œuvres, et ensuite faire un appel à projet. C'est ce qui a été fait pour le 42 de la rue Blénac. Un appel à projet pour qu'un porteur de projet, pour qu'un commerçant, pour qu'un acteur économique vienne s'installer, finisse ses travaux en fonction de ses besoins, puisse avoir son activité, sa boutique au rez-de-chaussée et avoir à l'étage son logement. Et donc, à la fois, travailler sur l'immobilier commercial, mais aussi travailler sur le logement. C'est repeupler le centre-ville. On a une stratégie de repeuplement du centre-ville avec plusieurs opérations de construction de résidences seniors, de résidences étudiants, de logements pour de jeunes actifs qui sont en cours et dont les travaux ont démarré. Et puis, travailler à la maîtrise de l'immobilier commercial par la ville de Fort-de-France, parce que je reçois régulièrement des porteurs de projets qui veulent s'installer à Fort-de-France, mais qui ne trouvent pas de locaux, qui trouvent des locaux trop chers. Donc la ville est rentrée dans une stratégie de maîtrise de l'immobilier commercial, racheter des bâtiments. On a racheté l'ex-bâtiment Vénumitolo à la rue Victor Hugo et on va le transformer en boutique mise à la disposition des artisans d'art de la Martinique, pas forcément de Fort-de-France uniquement, mais de la Martinique pour pouvoir vendre leur production et pour montrer notre savoir-faire, notre patrimoine. Et ce faisant, pouvoir s'adresser directement aux touristes. Et donc, cette maîtrise de l'immobilier commercial, par la SEM ou directement par la ville, nous permet d'apporter des réponses aux acteurs économiques et aux porteurs de projets. Ça nous permet aussi d'influer, de choisir, de peser sur le type d'activité qui s'installe dans le centre-ville pour que ces activités soient porteuses d'attractivité et renforcent l'attractivité du centre-ville. C'est un travail long, c'est un travail complexe, mais c'est un travail que nous avons
initié, que nous avons démarré, que nous allons poursuivre, d'autant que la santé financière de la ville lui permet d'investir dans ce domaine-là et lui permet donc d'être un acteur, un porteur en matière de développement économique. Et puis nous créons une maison de l'entrepreneur à Fort-de-France, parce que je rencontre aussi trop de porteurs de projets, trop de chefs d'entreprise qui cherchent une aide, qui viennent voir le maire en disant « Est-ce que la ville peut m'aider sur j'ai besoin de quelques fonds pour pouvoir réhabiliter mon magasin ?» Sauf que la ville n'a pas cette compétence et ne peut pas apporter directement l'aide. Par contre, il y a beaucoup d'organismes qui peuvent le faire, il y a beaucoup de structures qui peuvent accompagner les acteurs économiques, mais souvent, le chef d'entreprise se retrouve perdu au milieu de ce maquis de structures. Donc nous mettons en place une structure qui permettra donc de prendre le problème porté par le porteur de projet et de rencontrer, discuter avec l'ensemble des structures qui peuvent lui apporter une réponse. Et ensuite, il est mis en relation avec la bonne structure pour avoir la bonne réponse, plutôt que de le laisser seul face à cette multitude de partenaires qui peuvent l'accompagner. Tout ça, ce sont des actions que nous mettons en place. On l'a fait avec les aînés, contrairement à ce que j'ai entendu raconter. On l'a fait avec les aînés où ce sont les agents de la ville qui se charge d'aller contacter la sécurité sociale, la CAF, l'ensemble des acteurs, la CTM pour l'action sociale, pour trouver les solutions, pour apporter une réponse à la demande qui nous a été faite en mairie. Et à ce moment-là, la personne qui a porté la demande est mise en relation avec la solution qui a été trouvée dans les autres administrations. Et c'est ce modèle que nous mettons en place et qui nous permettra là aussi de peser sur le développement économique au centre-ville de Fort-de-France. Je tiens à rappeler que malgré la fermeture d'un certain nombre d'enseignes liées à notre façon de consommer, mais malgré cette fermeture d'enseignes, nous avons beaucoup de commerces qui se sont installés sur le centre-ville de Fort-de-France. Et quand on regarde les chiffres, il y a plus d'activités qui a été créée dans le centre-ville que d'activités qui a disparu. Maintenant, il faut accompagner cette mutation du centre-ville qui ne remplira pas les fonctions qu'il remplissait il y a 40 ans. On peut être nostalgique de cette époque, mais la réalité, c'est que nous vivons et nous consommons différemment. Dans vos axes, on a vu qu'il y a un axe, un pan tout entier, notamment qui tourne autour de la culture et du sport. Quelle action mettez-vous en place concrètement pour aider à accompagner cette jeunesse martiniquaise qui est oisive quand on sait qu'on a fait une étude, notamment pour les élèves de 6e, qui ne s'arrivent pas à courir plus de 5 minutes? Ce que nous avons déjà commencé à mettre en place, c'est que nous prenons en charge les licences pour les clubs de foot. On le faisait pour le foot, maintenant on le fait pour le foot, pour le basket, pour le hand, et on va continuer progressivement la prise en charge des licences pour les jeunes, pour leur permettre d'avoir une pratique sportive, pour accompagner les clubs sportifs, parce que ça accompagne les familles, il n'y a pas à financer la licence. Nous allons continuer aussi à rénover nos équipements sportifs de proximité. On va refaire le terrain de la Cour Friapin, par exemple, on va refaire les terrains annexes du stade de Dinan qui sont en difficulté. On travaille sur le terrain de Fonlada, on travaille sur nos équipements sportifs de proximité, mais aussi accompagner les clubs, aider les clubs à se structurer, aider les clubs également à mobiliser les subventions, aider les clubs à mobiliser les subventions dans le cadre du contrat de ville, puisqu'on a réussi enfin à étendre la géographie prioritaire sur des quartiers comme Dinan, qui ne l'étaient pas, comme L'Angelier-Bellevue, comme Floréal. Donc aider les structures sportives et aussi culturelles à mobiliser les financements de l'ensemble des partenaires du contrat de ville pour leur permettre de mieux accompagner notre jeunesse. On a travaillé par exemple récemment à la réhabilitation du dojo de Floréal, à la MJC de Floréal, dont j'ai entendu dire qu'elle était fermée. Il faut sortir, il faut se rendre aller sur les équipements avant de dire qu'ils sont fermés. Et donc nous allons continuer ce travail-là, mais aussi nous allons continuer le festival culturel, nous allons travailler à renforcer l'activité du CERMAC, qui a rencontré un certain nombre de difficultés ces derniers mois, mais nous allons poursuivre le travail Festival Armada pour mettre de l'art, pour mettre du beau dans la ville. Nous allons poursuivre le travail aussi des lianages culturels qui vont dans les différents quartiers avec des animations, avec des prestations culturelles qui durent une journée, où on a également des foires agricoles, où on a des foires artisanales. En même temps, ça permet de recréer du lien, ça permet de se reconnecter à sa culture, à son identité, puis nous allons travailler sur d'autres festivals par rapport aux arts alternatifs et donc renforcer la dynamique culturelle. Nous allons poursuivre le travail que nous faisons autour de la lecture, autour de l'accompagnement, et puis on va créer une salle d'exposition pour permettre aux plasticiens martiniquais de pouvoir exposer à Fort-de-France. Je rappelle que la ville est en train de procéder à l'acquisition de l'ancien palais de justice et que nous allons donc développer les infrastructures culturelles parce que le centre-ville joue aussi cette fonction de permettre à l'art de pouvoir s'exprimer dans la ville. La ville de Fort-de-France a été un pionnier en Martinique en matière de street art. Aujourd'hui, beaucoup de communes suivent cette dynamique de mettre du beau sur les murs et de transformer progressivement le regard que nous-mêmes nous avons sur la ville. Nous portons un projet que nous allons probablement confier à un cabinet
un cabinet d'architectes, nous portons un projet de ravalement de façade et de création de fresques sur l'ensemble des maisons de quartier. On parle de Tréniel, on parle de Texaco, parce que ce sont des quartiers qu'on voit de très loin. Et donc, ils peuvent porter un message. En même temps, ça nous permet de travailler sur l'amélioration de l'habitat dans ces quartiers. Vous avez parlé notamment du cadre de vie, mais notamment de vos quartiers, de géographie prioritaire. On sait que vous avez très souvent interpellé les différents bailleurs, les différentes sociétés par rapport aux conditions de vie de vos foyers dans ces secteurs. Oui, parce que alors, les bailleurs, je trouve que les bailleurs jouent partiellement le jeu. Par exemple, hier, j'étais interpellé par des résidents de bailleurs, dont je vais tirer le nom. Le parking est envahi de vieilles voitures. Et le bailleur envoie vers le maire. Mais c'est le bailleur, c'est son parking, ça arrive 10 ans, il l'a privatisé. C'est à lui de gérer la problématique. La ville peut l'aider, mais il doit prendre ses responsabilités. On a trop de personnes qui nous interpellent sur la mauvaise condition, le mauvais état de leur logement et que les bailleurs ne font pas le nécessaire. Alors, dans les quartiers de la géographie prioritaire, j'entends beaucoup de gens parler, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dans les quartiers de la géographie prioritaire, le bailleur dispose aujourd'hui d'un abattement de 30% de la taxe foncière. Mais sur les 2 dernières années, j'ai refusé de signer les conventions si les bailleurs ne s'impliquent pas dans l'amélioration de la qualité de vie sur leur parc. C'est ainsi qu'on a pu construire avec la SMHLM un food street sur Cité Grande à Baie-des-Tourelles. C'est ainsi que la SMHLM encore a participé avec Ozanam et avec la CIMAR à la réhabilitation d'équipements sportifs sur voie de ville. Nous sommes donc engagés dans un dialogue ferme mais constructif avec les bailleurs sociaux pour qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils assument leur rôle social, parce que le bailleur social n'est pas juste une structure qui permet d'avoir accès à un loyer modéré. Il a aussi une mission de service public, d'accompagnement de ses locataires et donc d'accompagnement des acteurs associatifs des locataires. Je travaille avec les bailleurs pour qu'ils mettent à disposition des pieds d'immeubles pour les locaux d'associations, pas que l'association de locataires, mais des associations du secteur qui apportent des éléments de cohésion dans le quartier. On l'a fait par exemple à Rivière-Roche, après les événements tragiques et douloureux qu'on avait connus. Ça aussi, c'est une réponse aux problématiques de sécurité. On le fait sur d'autres quartiers, amener le bailleur à prendre sa part de responsabilité dans l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie de ses locataires. Et ce travail, nous allons le poursuivre. Nous avons signé le contrat de ville. Et donc, moi, je ne signerai pas de charte permettant d'avoir un abattement de 30% de la taxe foncière si les bailleurs ne remplissent pas leurs engagements et s'ils ne respectent pas le contrat de ville. C'est un contrat, chacun doit respecter sa part, tout simplement. L'éducation est aussi un des champs prioritaires. Vous avez tenu à maintenir plus de 40 écoles à Fort-de-France et notamment 8 crèches aussi. Pourquoi ce choix? Parce que les écoles sont d'abord des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, c'est des lieux d'éducation. Plus on a d'écoles, moins il y a d'enfants par classe et plus il est pratique et plus il est meilleur sera la qualité de l'enseignement. Il ne faut pas oublier que je suis enseignant de métier, de formation. Donc nous luttons contre les classes surchargées dans nos écoles. On a en moyenne 18 enfants par classe à Fort-de-France. C'est un effort que nous faisons pour permettre aux enseignants de disposer de meilleures conditions d'activité au quotidien, donc de meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants. Et donc nous travaillons sur ça. Nous allons maintenant que nous avons retrouvé nos capacités financières, nous allons lancer notre programme de réhabilitation, de confortement de nos écoles, de mise aux normes parasismiques des écoles, de réhabilitation des écoles pour offrir une meilleure qualité d'accès, un meilleur bâti, des écoles plus agréables, plus confortables et plus colorées aussi. Je tiens à ce qu'elles soient colorées, je tiens à ce qu'elles soient vivantes et je tiens à ce que les enfants aient envie d'aller à l'école. À côté de ça, nous avons maintenu les budgets sur l'accompagnement périscolaire. On va poursuivre les ateliers pédagogiques expérimentaux qui permettent aux enfants qui passent dans les écoles de Fort-de-France d'être mis en contact avec la culture, d'être mis en contact avec la nature, de porter des projets. Et je remercie les équipes éducatives qui sont de plus en plus nombreuses à participer. Aujourd'hui, le Grand Carbet est trop petit pour accueillir l'ensemble des enfants qui ont participé à ces ateliers et qui présentent leur production à la fin de l'année. Mais c'est important que nous puissions mettre nos enfants dans les meilleures conditions possibles en matière d'apprentissage. Dimanche aura lieu, dimanche 22 mars, ce sont les élections municipales. Il y aura 3 listes qui seront présentes à Fort-de-France. Quel message souhaitez-vous adresser aux foyers pour qu'ils puissent voter pour vous? Je veux déjà à nouveau remercier les 9343 Foyalaises et Foyalais qui ont porté leur suffrage sur Didier Laguerre et la liste des démocrates et progressistes, une liste qui a été renouvelée, une liste de femmes et d'hommes issus de nos quartiers qui apportent leur expérience, qui apportent leur expertise, qui apportent leurs compétences, mais qui partagent tous l'amour de la ville de Fort-de-France, qui partagent tous avec moi l'amour des Foyalaises et des Foyalais, qui portent des valeurs fondamentales foyalaises, dignité, fierté,
solidarité, tolérance, combativité. Nous avons bâti un programme ambitieux, un programme de qualité que vous avez reçu. Je vous invite à le consulter sur didierlaguerre2026.com. Un programme qui permet de porter un meilleur développement de notre ville, de modernisation de notre ville, mais qui permet aussi à notre ville de prendre soin de chacune et de chacun dans nos quartiers. Ce programme, cette liste, ce candidat, Didier Laguerre, sont celles et ceux qui peuvent permettre, et les seuls à pouvoir permettre à Fort-de-France de continuer à se moderniser et à se projeter dans l'avenir. Donc, je vous invite toutes et tous à vous mobiliser encore plus massivement dimanche prochain, à nous faire confiance, à venir voter avec confiance, avec détermination. N'ayez pas peur de ceux qui vous effraient. N'ayez pas peur de ceux qui veulent nous entraîner dans le chaos. Venez voter avec la foi, venez voter avec confiance, venez voter avec l'espoir et venez voter avec la conviction que le vote Didier Laguerre, les démocrates et progressistes, est le bon choix pour Fort-de-France, pour que cette ville continue de rayonner en Martinique, dans la Caraïbe et dans le monde. Merci Didier Laguerre de vous avoir accordé cet entretien dans le cadre des élections municipales 2026. Merci à vous Mathieu et merci à KMT de nous permettre de nous exprimer.